Chers potes, chers amis, chers camarades, bonsoir, c'est Thomas et Mehdi. Bonsoir. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre premier podcast, le premier vrai de vrai podcast qu'on a intitulé La gauche en PLS. Bah oui les copains, parce que vous voyez, la gauche aujourd'hui elle va quand même pas très bien, il y a quand même pas mal de problèmes. Et avec Mehdi et ce soir on va parler de tout ça. Alors avant tout ça, on va quand même essayer de se présenter un tout petit peu. Mehdi, qui es-tu ? Eh bien écoute Thomas, comme tu le sais, nous nous sommes connus dans les réseaux sociodémocrates du MJS vers 2013-2014 et ensuite donc j'ai milité au Parti Socialiste dans divers groupes de réflexion plutôt orientés sociodémocrates. Et ensuite, donc face à la désagrégation, on va dire, du hollandisme, et bien après avoir pas mal hésité, je l'avoue, je me suis tourné vers Macron, dont j'appréciais la démarche assez disruptive. Et donc aujourd'hui, on peut me définir comme un macronien modéré. C'est beau Mehdi quand tu parles. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Macron a été très disruptif. Moi, il m'a complètement cassé l'envie de voter pour ce truc. Alors, moi, pareil, j'ai commencé un petit peu avant Mehdi la politique, avec Ségolène Royal, ou même avec le lycée... avec la Fidèle, j'ai commencé là-dedans. Je vais pas vous raconter ma vie, mais effectivement j'étais SOSDEM pendant très longtemps. Et puis j'ai vu ce que c'était que la social-démocratie. Je l'ai expérimenté avec François Hollande. Ça a été un échec total, la tristesse absolue. Et le jour où Jean-Christophe Cambadélis est arrivé à la tête du PS, là je me suis dit que c'était plus possible, que c'était vraiment la fin des fins. Et donc je me suis gauchisé, on va dire ça comme ça. Et du coup maintenant je suis un rouge avec un couteau entre les dents. Je suis adhérent à Solidaire et j'ai même adhéré la semaine dernière à pas la France Insoumise mais au Front de Gauche, qui est le vrai parti entre guillemets derrière la France Insoumise. Parce que, petite question, du coup, le Front de Gauche existe toujours juridiquement ? Eh ben je ne le savais pas, mais il faut croire que oui. Voilà, on n'a encore pas beaucoup, c'est pas mal des petits vieux vaguement communistes mais pas trop, et qui se retrouvent et qui font ça. Donc voilà, je te dirai un peu plus ces prochains temps sur ce que c'est. Bon, notre premier sujet ce soir, Mehdi, c'est Madrid. Comment on pourrait passer à côté ? Et oui, parce que, chers auditeurs, comme vous le savez, il y a tout juste quelques minutes, en tout cas, là on parle de l'époque d'enregistrement de ce podcast. On est chaud sur l'actu. On est très chaud. Il y a donc Carles Puigdemont qui s'est exprimé, donc le président... Est-ce que tu peux nous le refaire ? Carles Puigdemont, je sais pas comment on prononce. Puigdemont, c'est très français, hein. C'est très français comme nom. Donc qui s'exprimait pour dire qu'il prenait acte du référendum et qu'il ne déclarait pas juridiquement l'indépendance de la Catalogne, mais qu'il est entré dans un processus pour ce faire et qu'il appelait Madrid au dialogue. Alors peut-être que le premier sujet qu'on voulait aborder, c'était justement ce conflit en Catalogne, parce que c'est vrai que les Catalans sont très sympathiques, Puigdemont est très courageux, il a une flamme qui l'anime. Et qui anime des milliers de personnes, hein. On a tous vu les jours des élections, les gens se déplacer et même affronter la police pour aller voter. Tout à fait, ce qui était effectivement de très belles images. Mais bon, il faut peut-être rappeler un certain nombre de choses sur ce sujet, qui est un sujet assez complexe. D'abord, c'est vrai que Rajoy, c'est le parti populaire, et donc, on va dire, du franquisme mou, on peut dire ça. En tout cas, c'est le parti qui se veut, on va dire, dans la partie de droite franquiste sans trop l'assumer, en tout cas. En tout cas, oui, on pourrait parler de franquisme mou. Et donc, parfois, on voit un petit peu Puigdemont comme un descendant des résistants aux franquistes et Rajoy comme l'un de ses descendants. Alors, les gens font cette catégorisation ? Pas aussi explicitement, mais en tout cas, il y a un petit peu moi, je n'irais pas jusqu'à dire que cette idée sous-jacente. En tout cas, c'est sous-jacent. D'accord. D'abord, il faudrait peut-être rappeler qu'on ne peut pas associer de manière unilatérale le catalanisme et la résistance au franquisme. Par exemple, on rappellera historiquement que Madrid est tombé après Barcelone. Ouais. Ce qui ne veut évidemment pas dire que les Barcelonais ne se sont pas battus, etc. Mais c'était pour rappeler ce fait-là. Ensuite, on peut rappeler que beaucoup de Catalans se sont accommodés du franquisme. On peut penser à Dali, on peut penser à Samaranch. Ensuite, on peut rappeler que c'est vrai que les Catalans ont pris une bonne part à la chute du franquisme. Ça, on ne pourra pas leur enlever. On peut citer un épisode, en 51, par exemple, c'est la grève de Barcelone qui fait tomber le gouvernement. Mm-hmm. Donc, ce qui ne signifie évidemment pas... donc, ce que je voulais dire par là, c'est que il ne faut pas assimiler catalanisme et antifranquisme, même si bien sûr il faut reconnaître qu'ils se sont battus de manière assez conséquente. Ensuite, rappelez que en 71, on créait l'Assemblée de Catalogne et qu'à ce moment-là, la revendication des Catalans était de manière assez explicite l'autonomie et pas l'indépendance. Ouais. Alors est-ce que tu qualifierais le régime espagnol de fédéraliste ?
Non, parce que techniquement, il ne s'agit pas d'une fédération. Il y a des régions qui sont assez autonomes. Bon, la plus autonome, c'est le Pays Basque, qui a carrément une autonomie fiscale. Par contre, la Catalogne est aussi sous un régime autonome, mais non fédéral. Donc certains sont plus égaux que d'autres au sein de l'Espagne. Bah, disons que certains, effectivement, les Basques ont réussi, par un combat dont on peut aussi contester le bien fondé, parce qu'il a été souvent assez violent, à obtenir plus de choses en termes d'autonomie. Alors, la situation, ce qu'il faut rappeler, c'est que Zapatero, à SOSDEM assez mou, avait une bonne idée, puisque il voulait accorder une autonomie plus importante à la Catalogne. Et ce qui s'est passé, c'est que le Parti populaire et Rajoy ont contesté vivement ce projet d'autonomie accrue, et donc lorsque Rajoy a repris le pouvoir, c'est à ce moment-là que la situation s'est tendue. D'accord. Donc il y a effectivement des torts du côté de Rajoy. Alors là où j'en arrive, c'est que la situation actuelle, c'est qu'en fait elle est bloquée parce que personne n'a la légitimité suffisante pour l'emporter. Rajoy est faible parce qu'il a été mal élu 2 fois, il s'appuie sur une coalition qui est bancale, mais il a avec lui la force de la loi. Par contre, Puigdemont, lui, il n'a aucune marge de manœuvre légale, et il faut rappeler que l'indépendance est loin d'être un fait majoritaire en Catalogne. On se rappelle de la manifestation de dimanche dernier, qui a été très suivie en faveur de l'unité espagnole, et on se rappelle aussi qu'en 2015, aux élections, la coalition pour l'indépendance a fait 39%. Ouais, donc la légitimité de la rue peut être mécontestée par les contre-indépendantistes, et la légitimité des urnes pas encore vérifiée de manière... clair et net, quoi. Tout à fait. Pourtant, les scores du référendum, c'est 95% pour l'indépendance. Oui, mais dans un climat de violence. Ouais. Là, ce qu'on peut penser, c'est que vu le climat de violence, sont partis voter ceux qui étaient pour l'indépendance. Donc, et en plus, on peut penser aussi que beaucoup d'électeurs qui étaient, par exemple, contre ou qui voulaient voter blanc, ont voté pour, comment dire, sous le choc de la violence. Ouais. Est-ce qu'on aurait des sondages ? Alors, des sondages ont plutôt révélé que à peu près 41% des Catalans seraient pour l'indépendance. 41%, c'est pas la majorité. Hein. C'est pas la majorité, alors il faut dire que c'était avant la situation de crise. Peut-être que la crise a radicalisé les positions. Bon, là, je vais pas faire hypocrite, moi je suis plutôt anti-indépendance, mais il faut bien, je dois bien avouer que je peux pas dire qu'ils sont à 41% aujourd'hui. Ils sont plutôt pro-indépendance, la légitimité des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est quand même la base de toute démocratie. Bah, c'est un sujet important, c'est sûr. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que est-ce qu'on peut, comme ça, dans chaque région, bon là c'est mon côté pro-européen qui parle, et là je dois bien dire que l'Union européenne a joué un petit rôle dans ce sujet en agitant les régionalismes, en favorisant le régionalisme depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais est-ce qu'on peut, comme ça, chaque région proclamer son indépendance ? On sait que l'État-nation est un concept français. En tout cas, c'est un concept qui a été créé en France, mais il y a aussi l'État qui est plurinational, c'est aussi un modèle qui est très viable. Et là, c'est mon côté de gauche qui parle. Moi, je suis contre le fait de mettre des frontières de manière aussi importante dans chaque région, dans chaque petit patelin. Moi, je te dirais que c'est pas la taille qui compte finalement, c'est comment on utilise son État, quoi. Et du coup, qu'importe qu'il soit petit ou grand, l'important c'est qu'il soit démocratique et qu'il y ait des redistributions des richesses qui soient fortes. Mais c'est un autre débat. C'est vrai. Mais en tout cas, pour terminer sur ce sujet, en tout cas pour ma part, après peut-être que tu auras aussi des choses à dire, mais en tout cas, moi je pense que la situation maintenant pour Rajoy est assez simple, c'est qu'il devrait effectivement accepter un référendum à l'écossaise en Catalogne pour plusieurs raisons. D'abord, il devrait associer à ce référendum une autonomie accrue pour la Catalogne, sur le modèle du projet de Zapatero. Y aller par étapes, quoi. Par étapes, et surtout, je pense que s'il demandait un référendum en Catalogne, il mettrait Puigdemont sous pression, et surtout, il remettrait de son côté tous les légalistes, tous ceux qui sont attachés à l'autodétermination, et sachant, comme je disais, qu'il n'y a pas encore de majorité pour l'indépendance. À mon avis, s'il accompagne ça d'une offre de dialogue renforcé, d'une autonomie renforcée, il n'y a aucune raison pour que le référendum tourne à l'avantage de l'indépendance. D'accord, et c'est ce qu'on verra ces prochains jours. On parlait de la légitimité de la rue. Il s'est passé quelque chose d'incroyable aujourd'hui, et une manif des fonctionnaires. Alors pour la petite histoire, moi je suis sorti du métro et je suis passé devant un lycée et j'ai vu des lycéens debout sur une poubelle, enfin sur un tas de poubelles en train de crier je sais pas quoi. Ça m'a rappelé mes grandes années de manifestation lycéenne. Je suis allé les encourager, je me suis fait applaudir. Je vous avoue que c'était le petit moment de bonheur avant d'aller au taf.
Et par contre, à midi, il s'était fait jeter par les flics et la porte était ouverte et donc c'était terminé. Mais voilà, sur le sujet des manifestations lycéennes, je vous invite à regarder une très très bonne vidéo qui est celle de Usul, donc qui est maintenant sur la chaîne de Mediapart, qui a fait donc une vidéo sur les mouvements lycéens et sur les manifestations lycéennes. Je vous invite vraiment à la regarder, elle est vraiment très bien. Voilà. Alors, tu veux introduire sur la manif des fonctionnaires ? Ouais, sur la manif des fonctionnaires, pour dire les choses assez simplement, moi je peux comprendre le sentiment de déclassement, parce que c'est vrai qu'il y a un graphe qui a été fait par Alternative économique, qui est un très bon magazine et que je vous invite aussi à lire, et qui rappelle qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat dans la fonction publique qui s'élèvent à environ 10%, lorsque pour le salarié du privé, et j'en suis un, donc je le dis très, très tranquillement, ont plutôt gagné à peu près 13% depuis l'année 2000. Mmh. Donc on peut comprendre un sentiment de déclassement. Bon, après, il faut voir aussi que la fonction publique, depuis toujours, c'est un contrat, on va dire, c'est-à-dire qu'on est un peu moins payé, et encore, c'est pas vrai pour les catégories C, parce que entre un catégorie C et si on prend son équivalent, on va dire, en termes d'échelle de qualification dans le privé, un caissier, etc., c'est plutôt moins bien payé dans le privé, mais bref, toujours est-il que... Je serais... En fait, ça m'interroge cette question-là. Est-ce que dans ce graphe-là, on prend notamment tous les gens qui sont en CDD ? Parce que le vrai problème dans le privé, c'est le CDD. Honnêtement, je sais pas. C'est ça aujourd'hui la question, c'est la précarisation du travail, des contrats de travail. Tout à fait. Mais en tout cas, donc ce qui est vrai, voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. C'est là où tu as raison, c'est que depuis toujours dans le public, il y a un contrat qui est de dire, ok, vous êtes un petit peu moins bien payé, vos carrières sont un peu moins intéressantes entre guillemets en termes de progression, etc. On est moins payé, mais il y a la stabilité de l'emploi. Par contre, stabilité, protection, etc. Donc voilà. Bon, mais c'est un pas sûr que ce soit si vrai, notamment pour tous les gens qui travaillent dans les grandes entreprises où il y a une certaine protection et il y a une certaine stabilité. Alors quand je parle de grandes entreprises, je parle de grandes entreprises du secteur tertiaire, pas évidemment les usines ou ce genre de choses où effectivement la précarité de l'emploi est en train de revenir de manière violente et même vénère. On pense aux salariés de GMS qui se font virer en ce moment. Mais ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tu parles d'ouvriers, on peut évoquer, puisque les bonnes nouvelles sont rares, il faut aussi en parler, que sur Whirlpool, Macron a tenu sa promesse, les syndicats l'ont reconnu. Quel héros les syndicats l'ont reconnu, et effectivement, apparemment, c'est en bonne voie pour que le site soit sauvé. Et je pense que quel que soit son bord politique, on peut reconnaître que c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que ce sera la même chose pour GMS, on attend de voir. Ouais, sur la grève des fonctionnaires, donc effectivement, il faut quand même se rendre compte de ce qu'est l'état des services publics aujourd'hui en France. Les hôpitaux... qui n'a pas subi les queues d'attente sans fin alors qu'on est blessé aux urgences, les professeurs, que ce soit pour les collèges et les lycées. Moi j'ai arrêté d'être prof, je parle de ma petite vie, mais j'ai arrêté d'être prof dans le privé parce que je ne pouvais pas habiter à Paris avec un salaire si bas, c'était pas possible. Les hôpitaux évidemment, la police aussi, on en parlait souvent, voilà, qui ont des salaires lamentables, des conditions de vie lamentables. Il y a un effritement très très clair du service public et qui qui à mon avis est dans son et va détruire ce qui fait la France, quoi. C'est-à-dire qu'un pays qui n'a plus de service public, qui n'a plus d'assurance maladie, bon ça c'est un autre problème, mais un pays qui n'a plus de service public, c'est un pays qui marche moins bien, qui fait moins rêver les gens et qui fait fuir les investisseurs. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais peut-être pour compléter, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que moi je suis pour effectivement avoir des professeurs en pagaille, des infirmiers en pagaille, etc. Le problème c'est que comme on fait jouer l'état des finances publiques, il faut aussi en parler, c'est un vrai sujet. Bien quelques idées, par exemple, arrêter de vouloir... non, pas arrêter, retaxer plus l'ISF, retaxer les grandes entreprises. Un petit exemple, 40 milliards d'euros perdus avec le CICE, on pourrait par exemple remettre cette mesure. Il y a des choix très clairs qui ont été faits, et c'est même Le Monde qui n'est pas le journal le plus gauchiste du monde, qui a fait une interview en disant la politique et le budget de Macron sont clairement fait pour favoriser les personnes les plus riches de France. Alors c'est vrai en statique, mais pas forcément en dynamique, parce que... Oh là là, alors explique-moi la différence entre statique et dynamique, parce que là c'est pas clair pour moi. Alors en statique, c'est-à-dire que si vous prenez effectivement à l'instant T des mesures budgétaires comme la suppression de l'ISF, la suppression en tout cas, on va dire la diminution de l'ISF pour être plus juste. Je crois qu'on ne taxe plus les lingots d'or, c'est ça, grâce à cette nouvelle ISF tout à fait, puisque le patrimoine immobilier... achetons des lingots d'or, c'est ça que Macron nous dit. C'est pas la plus mauvaise forme de
de thésaurisation, je pense. On va en parler justement aux profs et aux infirmiers d'hôpitaux. Non, mais c'est pas la plus mauvaise forme pour stocker des richesses. C'est une vraie richesse, l'or. Mais bon, bref. Passons. Pardon. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'en statique, c'est vrai, parce que si vous prenez à l'instant T, donc comme je disais, des mesures telles que la diminution de l'ISF, oui, effectivement, vous pouvez dire que c'est des mesures qui favorisent les plus riches, ce qui est vrai. Après, il faut voir les choses en dynamique. Ouais. J'ai pas la réponse, mais peut-être. Si jamais la diminution de l'ISF permet d'avoir plus d'investissements, que ces investissements créent de l'emploi, que ces l'ISF, c'est sur les personnes, hein, c'est pas sur les... Tout à fait, c'est vrai. Donc il y aurait plus de patrons, et le fait qu'il y aurait plus de patrons, ça en embaucherait plus. En tout cas, l'idée derrière est de dire qu'il faut créer un choc psychologique en faveur de l'investissement. Moi, ce que je veux rappeler, peut-être petite parenthèse, vous savez que le prix Nobel d'économie... Moi, j'étais choqué psychologiquement, je peux vous le dire. Le choc psychologique, il est arrivé, mais peut-être pas aux personnes qu'il fallait. Peut-être pas aux personnes qu'il fallait, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le prix Nobel d'économie, enfin en tout cas le prix Alfred Nobel, puisque c'est pas un vrai prix Nobel, bon bref, a été décerné à une personne dont j'ai oublié le nom, qui a notamment théorisé la nudge économie. Alors c'est quoi ça? C'est l'économie du comportement. Un exemple, quand vous allez dans un urinoir maintenant, pour les hommes, vous avez souvent, pas souvent en tout cas ça commence à se développer, une petite mouche qui en fait vous incite à diriger votre jet de manière plus optimale, et ce qui fait que ça diminue les coûts de nettoyage. D'accord. Alors moi je connais un autre économiste qui s'appelle Thomas Piketty, il est français aussi, et justement il a fait un papier très intéressant pour dire que justement les politiques macronistes n'avaient qu'un but, protéger les plus riches et pas du tout redistribuer la richesse. Et c'est justement là où j'en reviens à mon prix Nobel, c'est qu'en fait, ce qu'il a démontré entre autres, mais c'est assez connu par ailleurs, c'est qu'en fait la théorie de l'homo economicus rationnel est totalement fausse en fait. Je le confirme. Bien sûr, et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que ça marche pas Mélenchon, parce que en fait ça marcherait si l'homme était rationnel. Et en fait, la gauche marcherait plus si on était rationnel, si les hommes étaient rationnels. Bien sûr. Ça s'appelle le socialisme scientifique. Je suis d'accord avec toi, Mehdi. Et voilà, et donc c'est pour ça que malheureusement, moi je peux le déplorer parce que je suis pas un fanatique de la suppression de l'ISF, en tout cas de sa diminution. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais le choc psychologique marche en France, si jamais on réussit à attirer des capitaux, on peut penser au Brexit par exemple, qui pourrait inciter en tout cas certains capitaux à revenir en France. En tout cas, c'est des choses qu'il faut essayer. Moi, je blâme pas Macron d'essayer de faire ça. Si ça marche pas, écoutez, ça marchera pas. Mais en tout cas, je pense que ça peut permettre de créer de l'emploi. Et donc, c'est pour ça que je reviens à ma dynamique. À ce moment-là, si on crée de l'emploi, c'est une forme de redistribution aussi. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces chocs psychologiques enchaînés n'ont jamais montré leur efficacité. On n'a pas d'études prouvées par A plus B qu'en diminuant les taxes sur les plus riches, il y a plus de gens qui viennent. Moi, j'ai une autre proposition, c'est augmenter l'éducation, augmenter l'école. Par exemple, investir dans les profs pour que les gens soient mieux formés, soient plus rationnels et votent pour des programmes marxistes. Voilà. Mais ça s'appelle un programme d'endoctrinement, pardon. Non, de gauche, la rationalité est toujours de gauche. Alors, je crois qu'on arrive au petit bout. On avait parlé de carte blanche, c'est un sujet qui te faisait plaisir, dont tu voulais parler. Alors en fait, ça, pour préciser à nos auditeurs, on a décidé qu'à la fin de chaque podcast, on aurait une petite carte blanche, comme ça, chacun d'entre nous peut en parler d'un sujet déconnecté de l'actualité. Voilà. Peut-être que tu veux commencer, parce que j'ai souvent commencé dans ce podcast. Très bien. Alors, on fête cette année les 150 ans de l'écriture du Capital. Alors, je ne sais pas si c'est l'écriture, le début ou la fin. Donc, le Capital de Karl Marx. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un film sur le jeune Karl Marx que je n'ai pas encore vu, que je verrai sûrement ce week-end, dont je vous parlerai peut-être dans le prochain podcast. Et je vous invite à écouter les podcasts de France Culture des Matins de l'Histoire, donc qui font une série sur Karl Marx ce matin, et Abel von Retz, je crois que c'est elle qui fait aussi les nouveaux chemins donc de la philosophie et plus de la connaissance, les nouveaux chemins de la connaissance, qui parlent de la philosophie du capital, et je vous invite bien évidemment à les écouter. Eh bien merci, je pense que d'ailleurs je rappelle que même Macron, je crois, avait dit miser le capital. Oui, de Piketty. Ouais. C'est sûr. Ou de Karl Marx. Je sais pas, je pense que les deux sont intéressants à lire. J'ai l'impression peut-être qu'il les a lus, mais je pense qu'il les a pas compris. Ou qu'il les a pas intégrés. Moi je pense que le libéralisme est une forme bien comprise de marxisme. Pas au sens politique. Pas au sens politique, mais moi je pense que les libéraux sont des marxistes qui s'ignorent. Les économistes classiques, d'ailleurs Karl Marx était un économiste classique, qui se revendiquait du classisme entre guillemets en économie, de la suite de Smith et de Ricardo. Et c'est
parce que justement il pense aux intérêts, et lui justement il a cette vision de l'homo economicus qu'il développe la théorie marxiste. Et c'est bien pour ça que je dis qu'en fait beaucoup d'économistes libéraux sont des marxistes qui s'ignorent. Et c'est là où je pense pour en revenir à mon prix Nobel, c'est que en fait lui il démontre il quelque part beaucoup. Non, enfin si, mais en fait oui, en effet. Mais en tout cas il démontre la faille de ce raisonnement, c'est que en fait le marxisme ça marche très bien si tout le monde est coopératif et rationnel. Ouais. C'est pas le cas. Développons les écoles. Alors vas-y, ton point. Alors moi je voudrais saluer parce que c'est vrai que Macron est vu comme le président des riches, etc. Et c'est vrai que son début de quinquennat est un peu difficile. Légèrement. C'est vrai, mais de toute façon ce qui était prévisible, quel que soit le vainqueur, ça il faut pas se leurrer, la situation est compliquée. Donc il faut aussi avoir une forme un peu de modestie parfois dans la critique, mais aussi dans la défense. Mais écoutez, moi je voulais saluer en tout cas ce qui se passait sur le plan de l'écologie, parce que pour le moment c'était sans faute. Mais notamment saluer le PJL hydrocarbures, PJL donc projet de loi pour les non-initiés, qui prévoit notamment l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040. On peut saluer l'action de Nicolas Hulot, on peut saluer le Parlement qui a réussi à faire un travail assez intéressant sur le texte, et donc ce projet de loi qui est passé peut-être un petit peu trop inaperçu, montre notamment que sur l'environnement, on peut critiquer Macron sur beaucoup de points, en tout cas sur l'environnement pour l'instant, c'est pour moi quelque chose d'assez positif, de penser aussi à sa réponse assez médiatique, mais encore une fois c'est très médiatique et c'est pas rationnel, mais en tout cas ça marque les esprits, ça pose un homme, ça pose une stature, ça pose une influence pour un pays, son fameux Make the Planet Great Again en réponse à Trump. Alors, est-ce que je peux répondre un petit peu quand même parce que évidemment. Un petit peu rigoler. C'est génial, c'est formidable, on va arrêter les hydrocarbures, mais en 2040, d'ici là, on sera plus là. La gauche, la droite auront changé, il y aurait des révolutions, on sera vieux, Internet se sera dépassé, on aura trouvé des nouvelles technologies. Du coup, moi, je vous propose qu'on se retrouve avant 2040 pour reparler d'écologie chez Macron. On pourra parler du glyphosate, on pourra parler de plein de choses comme ça. Et je vous fais des gros bisous. Et moi aussi, et à la prochaine. À la prochaine.